Bonjour, je m'appelle Amélie Favreau, je suis professeure à l'Université Grenoble-Alpes. Je dirige une fédération de recherche qui s'appelle Innovax avec le professeur Masclé et un programme de recherche qui s'appelle TIQUA, SHS Quantique, avec le professeur Thierry Ménissier. Et je viens ici vous faire une déclaration d'amour, donc ne partez pas. Une déclaration d'amour parce que j'ai la chance de travailler depuis quelques années avec les chercheurs de la Fédération de recherche Quantalps, Anna, Franck, Alastair. J'ai le plaisir de connaître leurs recherches, de travailler avec eux, d'apprécier leur esprit brillant sur des questions extrêmement pointues. J'ai le plaisir aussi d'apprécier le fait qu'ils travaillent sur des espaces infiniment petits. Le plaisir également de voir qu'ils sont à la recherche, à la pointe de cette recherche. Maud incarne également cette admiration que j'ai pour ces chercheurs en sciences et technologies quantiques, à jongler entre les publications, les brevets, le montage de start-up, la recherche de financement. Voilà, j'ai une vraie admiration pour ces chercheurs en sciences et technologies quantiques. Et leur passion est palpable. Elle est également communicante, cette passion. Mais cette passion qui est palpable, leur inquiétude l'est autant. Et leurs inquiétudes, elles sont nombreuses. Quelles sont-elles? Une inquiétude face à ces investissements colossaux qui viennent des États-Unis, qui mettent en compétition entre les États-Unis et la Chine, des financements qui sont fractionnés. C'est le rapport Draghi qui a été précédemment évoqué. Rapport Draghi qui souligne la fragmentation de ces financements à un niveau européen. Quoi d'autre? Des centaines de laboratoires avec lesquels ils sont en compétition. Des talents qui parfois ne visent qu'une chose, c'est peut-être à partir outre-Atlantique. Et puis, enfin, les injonctions contradictoires entre, d'une part, pour ces technologies qui sont particulièrement sensibles, qui sont duales, entre, d'une part, le repli sécuritaire et, d'autre part, la nécessité d'ouverture des données, de collaboration, etc. Donc, c'est une véritable course. On l'a dit de nombreuses fois déjà aujourd'hui quand on a parlé du quantique. Une véritable course, elle est réelle, elle est impitoyable. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? On peut ajouter que des technologies qui sont incroyablement performantes, malheureusement, ne suffiront pas. On est dans une tension avec, en prenant l'exemple des communications quantiques, on est dans une tension, notamment avec les États-Unis qui développent une cryptographie post-quantique. Quel sera notre avenir au niveau des exportations si à un moment donné, on ne rend pas interopérables les standards? Est-ce que nos labos seront bloqués demain si on ne réfléchit pas à la criticité des matériaux et travailler sur des matériaux durables? Est-ce qu'à un moment donné, on aura l'adhésion des utilisateurs si on ne cherche pas à produire des machines qui font sens? Ce qui signifie que la souveraineté, celle qui se construit dans nos labos, celle dont on vient de parler, elle est essentielle. Mais ces choix de société le sont tout autant. Alors, qu'est-ce que je viens porter comme message devant vous aujourd'hui? Nos valeurs européennes, celles qui sont inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la liberté, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, ces valeurs européennes ne sont pas un frein à l'innovation. Elles sont notre différenciation stratégique. Elles sont presque un avantage compétitif que nous avons. Elles sont notre socle commun, notre fil conducteur, presque nos garde-fous, ces valeurs européennes. Alors, finalement, qu'est-ce qu'être souverain? C'est dire oui à des technologies qui correspondent aux utilisations et à nos valeurs européennes. Oui, mais c'est aussi notre capacité à un moment donné de pouvoir dire non collectivement à des utilisations qui ne nous conviennent pas, qui ne conviennent pas aux valeurs européennes que l'on porte, à des utilisations qui, quand bien même elles seraient économiquement rentables ou techniquement faisables. C'est ça peut-être être souverain. Ce pouvoir de choix, ce pouvoir de dire oui et ce pouvoir de dire non. Prenons un exemple. Dans 10 ans,
un hôpital, une banque, un gouvernement qui va devoir à un moment donné justifier de tels choix technologiques en fonction des technologies quantiques qu'il aura utilisées. Qu'est-ce qu'il justifiera? Qu'est-ce qu'il dira à ses usagers, aux citoyens, aux civils, aux personnes, à ses clients, si c'est une banque? Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront qu'ils ont choisi une solution qui était optimisée pour, au hasard, la surveillance d'État? Ils diront qu'ils ont choisi une solution qui, au hasard, était optimisée pour les géants de la tech? Ou est-ce qu'ils diront qu'ils ont choisi une solution qui était techniquement faisable, économiquement rentable et qui correspond à nos valeurs européennes parce qu'elle garantit à la fois la sécurité, la liberté et les droits de l'homme? Alors comment on y parvient? Certainement pas en ajoutant des contraintes à ces chercheurs en sciences et technologies quantiques, des régulations trop lourdes, certainement pas en ajoutant de la bureaucratie à ces chercheurs, certainement pas non plus en leur demandant de devenir des spécialistes en éthique et en économie. Donnons-leur des alliés. Donnons-leur la possibilité de travailler en collaboration avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. À l'Université Grenoble-Alpes, on a ce terreau de chercheurs en sciences humaines et sociales, des géographes, des économistes, des gestionnaires, des chercheurs en sciences politiques, des économistes, des philosophes, des éthiciens et même des juristes. Parce que j'ai oublié de vous dire, je suis professeure de droit de la propriété intellectuelle et de droit du numérique. Et non, je ne suis pas qu'une empêcheuse de tourner en rond dans les laboratoires en sciences et techniques. Donc, donnons-leur des alliés, proposons cette recherche interdisciplinaire. À l'Université Grenoble-Alpes, grâce à des programmes tels que les CDP, et notamment le CDP TIQUA, on a été des pionniers en France à travailler sur ce modèle SHS, quantique. Alors, continuons à travailler ensemble et puis même renforçons ce cercle-là de chercheurs. Travaillons avec les décideurs publics, les organisations citoyennes. Travaillons dans un dialogue science-société pour permettre à chacun de prendre part à ces choix de société qui nous concernent tous. L'interdisciplinarité n'est pas un frein. Au contraire, c'est un avantage stratégique. Un avantage stratégique et même une valeur ajoutée. Alors, à quoi ça ressemble? Très concrètement, quelques propositions. Si je prends le cycle de vie d'une technologie, de la conception au développement jusqu'à la commercialisation. À la conception, imaginons une plateforme européenne d'approvisionnement des matériaux durables. Cette plateforme européenne d'approvisionnement des matériaux durables, imaginez qu'elle soit co-construite non seulement avec des physiciens, mais également avec des philosophes, avec des éthiciens, avec des personnes qui travaillent en géopolitique. Sur cette plateforme, on pourrait alors cartographier non seulement la criticité de certains matériaux, mais en plus les tensions géopolitiques, mais en plus le caractère rare de certaines ressources et les extractions dangereuses pour les droits humains. Résultat, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alors une chaîne de valeur qui est à la fois résiliente et qui en plus est alignée sur nos valeurs européennes. Je passe de la conception au développement. Au développement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Des bacs à sable réglementaires. Alors là, je reprends ma casquette de juriste. Imaginons une start-up, au lieu d'être dans une lourdeur administrative, imaginons la possibilité de déployer des prototypes pour cette start-up dans des bacs à sable réglementaires, avec des environnements pluridisciplinaires, dans lesquels les juristes ne se transforment pas comme des empêcheurs de tourner en rond, mais comme des acteurs qui vont pouvoir accompagner les start-up. Pour quel résultat? Anticiper les risques plutôt que les subir. Du développement jusqu'à la commercialisation. Que pourrait-on imaginer au moment de la commercialisation? Eh bien, pourquoi pas imaginer un label quantique responsable?
qu'est-ce que ça serait ce label quantique responsable? Ça serait quelque chose que l'utilisateur pourrait reconnaître dans les technologies. Reconnaître parce qu'il verrait que, à ce moment-là, les industriels ont fait attention à certains principes éthiques, ont fait attention aux chaînes de valeur, à certains choix d'approvisionnement. Ce label quantique durable serait le moment de réconcilier la performance avec l'éthique. En conclusion, allons vite, allons loin, allons fort. Bien évidemment, c'est notre souveraineté technologique qui en dépend. Et nous le devons. C'est essentiel et cela a été dit précédemment. Mais n'oublions pas quelque chose d'essentiel. Allons-y ensemble et dans le respect des valeurs européennes. Parce que souverain, pourquoi faire? Et c'est la question essentielle qu'il faudrait se poser. D'une part, pour renforcer la sécurité sans sacrifier nos libertés. D'autre part, pour créer de la richesse et de la prospérité, mais sans creuser les inégalités, et notamment les inégalités nord-sud. Souverain pour concevoir des matériaux durables, mais sans détruire notre planète. Et enfin, souverain pour respecter les droits humains et les droits de l'homme, y compris dans les pays qui nous fournissent les matériaux rares. Alors, les technologies ont façonné nos vies, elles continueront à façonner nos vies et nos choix de société. Nous avons été complètement pris de court avec l'IA générative, avec les réseaux sociaux, avec la surveillance numérique de masse. Ici, aujourd'hui, nous avons la capacité avec les technologies quantiques d'anticiper. Alors construisons ensemble cette Europe des technologies quantiques qui soit alignée sur nos valeurs européennes. Je vous remercie.